depuis les premiers pas de l'humanité sur Terre, les individus ont toujours éprouvé le désir profond de transmettre des informations à leurs descendants. De l'art rupestre aux journaux, de nombreux documents et supports ont malheureusement été perdus au fil du temps, emportant avec eux une part de notre héritage culturel, victime du temps qui passe ou de la censure. Cependant, un événement tragique survenu il y a plus de 2000 ans nous rappelle à quel point cette perte peut être dévastatrice. La bibliothèque d'Alexandrie, symbole même du savoir de l'Antiquité, a été réduite en cendres, entraînant la disparition irréversible de milliers de connaissances accumulées au fil des siècles. Heureusement, l'émergence d'Internet a marqué un tournant majeur dans notre quête de préservation des connaissances. Internet est un outil à la fois similaire et radicalement différent de la bibliothèque d'Alexandrie. Il est similaire dans le sens où il est capable d'enregistrer et de conserver une quantité immense d'informations. Mais il est également bien plus complexe, offrant des possibilités de stockage et d'accès sans précédent. Grâce à cette technologie, nous disposons désormais d'une capacité à préserver toute l'histoire et toutes les informations de notre société. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes accompagnés de Blandine, qui nous éclairera davantage sur les différentes approches et les outils à notre disposition pour étudier et interpréter l'histoire. Elle nous guidera à travers les méandres du passé, rappelant l'importance de conjuguer méthodes traditionnelles et nouvelles technologies pour préserver et comprendre notre héritage collectif. Grâce à cette combinaison d'approches, nous pourrons espérer laisser une trace durable et fidèle de notre époque pour les générations à venir. Alors, je m'appelle Blandine Thibault, je suis actuellement en M1 à Paris 1 en histoire des relations contemporaines et des mondes étrangers. Je suis spécialiste de l'Asie et je travaille pour mon mémoire sur les femmes métisses d'Indochine et la manière dont les colons français ont imaginé une nouvelle forme d'identité féminine à partir de l'existence de ces femmes métisses. Les deux difficultés de mon sujet, c'est qu'il s'agit d'un sujet d'histoire du genre et un sujet d'histoire coloniale. Alors, en histoire du genre, c'est très connu des historiens depuis le début de ce domaine de recherche, c'est qu'il est très compliqué de trouver les femmes dans les archives parce que les archives sont constituées de documents qui ont eux-mêmes été écrits et produits par des hommes pour des hommes, et que les archives sont organisées par des catégories généralement administratives qui en elles-mêmes sont également conçues par des hommes pour des hommes. Donc c'est très difficile de trouver des minorités en fait dans ces archives. Donc, il s'agit des femmes, mais il peut aussi s'agir des personnes racisées, des migrants ou même des personnes queer par exemple. En histoire coloniale, la grande difficulté c'est que moi qui travaille sur l'Asie, les colonisés ont en fait très peu produit de sources sur eux-mêmes ou même sur la vision qu'ils avaient des Européens. C'est pas une tradition qu'ils ont en fait. Les traditions archivistiques en Asie du Sud-Est, c'est essentiellement conserver les faits et gestes des familles royales. Mais le reste, ça intéresse peu, voire pas du tout, en fait, les historiens et les archivistes des cours royales asiatiques. Ce qui fait qu'on a très peu de sources aujourd'hui en tant qu'historien pour traiter du point de vue du colonisé sur la colonisation. Donc on est obligé d'utiliser des archives qui sont essentiellement issues des Européens eux-mêmes. Après, du point de vue plus technique, les archives issues de la colonisation ont été éparpillées un petit peu partout après la décolonisation. Donc moi, je travaille sur l'Indochine et aujourd'hui, une très grande partie des archives qui sont issues de l'État français colonial se trouvent à Hanoï, au Vietnam. Donc du point de vue technique, ça veut dire que les laboratoires de recherche doivent débourser certaines quantités d'argent pour pouvoir permettre à leurs chercheurs qui sont en thèse ou qui sont déjà chercheurs bien établis de voyager un petit peu partout dans le monde et d'avoir accès aux archives. Simplement. Parce que beaucoup ne sont pas numérisés encore, même si ça fait partie des grandes tendances actuelles. En France, on cherche à beaucoup à numériser, aux États-Unis aussi, au Canada, etc. C'est moins le cas partout parce que tout le monde n'a pas les mêmes moyens ou tout le monde n'a pas les mêmes priorités non plus. Mais
voilà, comme toutes les archives ne sont pas encore numérisées et accessibles en ligne, les historiens doivent encore beaucoup se déplacer, y compris en France, un peu partout. En fait, on la compare tout le temps, sans cesse, aux autres sources qu'on a en notre possession, sur une période, sur un événement, voire sur une personne même. Mais tout document est toujours bon à prendre, en fait, surtout sur certaines périodes où il est très difficile d'avoir des archives vraiment écrites, au sens papier. On cherche toujours à multiplier le plus possible nos sources. Donc, lorsqu'on va trouver un document, même si on a des doutes sur le fait qu'ils disent vraiment la vérité avec un grand V, en fait, on ne va pas du tout le mettre de côté parce que les fake news, les rumeurs, la mésinformation d'une période nous intéresse aussi énormément parce que le but final de l'historien, c'est pas uniquement d'établir la vérité avec un grand V. Donc, établir la fiabilité d'un document, c'est très important parce qu'il faut évidemment qu'on sache où se situe le document de ce qu'on pense avoir été la réalité des événements. Mais même si on pense que le document ment de A à Z, on ne va pas le mettre à la poubelle, pas du tout. Parce que, bien au contraire, en mentant, en fait, on dit quelque chose sur la vérité. Parce que du coup, ça va révéler des tensions sociales, peut-être, les différences d'opinion politique, ce genre de choses. Donc, on ne le met jamais de côté. Alors, disons que les antiquisants et ceux qui travaillent aussi sur le Moyen-Âge, ils se basent énormément sur le travail des archéologues. Donc, ce sont des sources écrites qui peuvent aussi très bien être écrites sur un morceau de pierre qu'ils ont déterré dans un sanctuaire ou quoi que ce soit. Donc, c'est pas forcément des papiers, en fait. On a très peu de papiers, surtout pour l'époque antique, parce que déjà, le papier, ça se détériore, ça se perd. Et aussi parce que, de toute façon, il y avait très peu de papier à l'époque. Donc, la très grande majorité des sources que les historiens utilisent en Antiquité et au Moyen-Âge, ce sont pas des archives papier telles qu'on les trouve aux archives nationales, pas du tout. Ils se basent énormément sur le travail des archéologues. C'est des statues, des épitaphes, c'est plein de choses. Des objets eux-mêmes aussi. Donc, d'une période à une autre, le type de document sur lequel on travaille change. Et effectivement, du coup, lorsqu'on trouve un document, forcément, on n'a pas le même rapport avec celui-ci selon si on travaille en Antiquité ou en histoire contemporaine. C'est-à-dire qu'en Antiquité, n'importe quel document est valable. Du moment qu'on trouve une source, on est très content parce que comme on n'en a pas beaucoup, on est bien content d'en trouver une. Donc, même si ce document ne s'avère pas dire la vérité telle qu'on pense qu'elle a eu lieu, on va forcément le garder, en fait, ce document. On ne peut pas se permettre de le mettre à la poubelle quand on travaille en Antiquité. On ne va pas se dire oh non, ce document-là que je viens juste de trouver, il dit n'importe quoi, donc je ne vais pas le garder. D'autant plus que ce document, si ça se trouve, c'est celui-là qui dit la vérité des faits et c'est tous les autres qu'on avait avant qui ne le disaient pas. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on compare tout de suite ce qu'on a déjà avec ce qu'on vient de trouver et on remet en question ce qu'on avait déjà en fait. Lorsqu'on trouve un document, même en histoire contemporaine, on part jamais du principe que ce qu'on avait avant disait la vérité et que ce qu'on trouve là, si ça dit pas la même chose, ça dit pas du vrai en fait. Jamais, je suis sûre que ça, c'est une très grosse fausse scientifique. Un document n'est jamais à mettre à la poubelle, même si on pense qu'il dit pas la vérité. Numériser les archives, c'est un grand sujet actuellement depuis plusieurs années. Parce qu'il y a plusieurs buts à ça. Le premier, c'est de les rendre plus facilement accessibles par un plus grand nombre. Potentiellement aussi de les rendre plus faciles à consulter. Il y a un très bon exemple qui existe, c'est la BNF, qui a créé un site exprès qui s'appelle RetroNews, qui recense en fait l'entièreté des archives de presse que possède la BNF, c'est-à-dire des milliers et des milliers de documents, qui ont tous été numérisés avec une barre de recherche qui nous permet de faire des recherches par mots-clés. Et ça, c'est une mine d'or pour les historiens, parce que pouvoir faire une recherche par mots-clés parmi des milliers et des milliers d'articles de presse, c'est vraiment incroyablement génial. Ça nous fait un gain de temps absolument énorme, en fait. Après, toutes les archives qui numérisent actuellement leurs documents n'ont pas forcément les moyens de faire ce type de choses, parce que c'est très difficile du point de vue technique de mettre en place des recherches par mots-clés sur des documents numérisés. Donc c'est pas toujours possible, et aussi parce que tout le monde n'a pas le budget de la BNF aussi, évidemment. Sinon, si on ne peut pas faire cette recherche par mots-clés,
la base, c'est au moins de numériser les documents et de les mettre accessibles en ligne. Le deuxième objectif de la numérisation, effectivement, c'est aussi de pouvoir conserver le plus de documents possible de manière plus longue, puisque les documents se détériorent au fur et à mesure du temps, et aussi parce que ça prend énormément de place de garder les documents. Les archivistes passent énormément de temps en fait à trier dans tout ce qu'ils ont pour savoir éventuellement ce qui va être valable de garder ou pas. Donc en fait, les archivistes détruisent énormément de documents tout le temps. Il y a plein de choses qui passent au pillon parce qu'on ne peut pas tout garder. Et c'est le grand dilemme de l'archiviste, c'est de réussir à savoir en fait qu'est-ce qu'on va détruire dans tout ce qu'on a. Parce qu'on ne peut pas savoir dans 30 ans de quoi l'historien va-t-il avoir besoin en fait. Qu'est-ce qui va être valable à ses yeux et qui ne l'est pas forcément en nôtre. Donc c'est très très difficile et numériser les archives, ça pourrait potentiellement être une solution à ça. Je tiens aussi à dire que les historiens réfléchissent énormément à leur utilisation des outils informatiques de façon générale et numériser un document, ça pose certains problèmes méthodologiques. Par exemple, là voilà, avec ce fameux site RetroNews et les archives de presse de la BNF, quand je fais une recherche par mots-clés, en fait, ça veut dire que le document que je vais trouver, il va être totalement détaché de son contexte d'origine. Donc, lorsqu'on travaille sur un document numérisé, ça pose de nouveaux problèmes méthodologiques pour l'historien auxquels il faut énormément penser. Et si ça se trouve, on ne va pas du tout tomber sur un autre document qui pourrait être une mine d'or pour nous, parce que ce document ne possède pas le mot-clé qu'on a choisi. Donc, ça pose aussi certains problèmes méthodologiques du point de vue de notre recherche scientifique au sens même. Mais malgré ça, la numérisation des sources nous aide quand même énormément. Là, ça dépend encore des périodes historiques parce que les antiquisants et ceux qui travaillent sur le Moyen-Âge aussi, trouver de nouvelles sources, c'est un peu leur raison de vivre. En fait. Comme ils en ont très peu, ils passent leur temps à en chercher de nouvelles. Parce que voilà, il faut absolument qu'ils en aient tout le temps. En histoire contemporaine, c'est différent parce que des sources, on en a énormément. Donc, trouver de nouvelles sources, en fait, c'est pas notre objectif principal en histoire contemporaine. On passe plus de temps à trier dans les sources qu'on a déjà pour savoir ce qui va être valable, ce qui va être intéressant ou pas, qu'à en trouver de nouvelles. Mais on en trouve quand même régulièrement de nouvelles, effectivement, parce que, voilà, au détour d'un grenier, on tombe parfois sur un carton extraordinaire. Et c'est souvent par des rencontres un peu hasardeuses au fur et à mesure de nos recherches où on a quelqu'un qui nous dit « Dans mon grenier, j'ai ça, est-ce que tu veux voir ?» etc. C'est toujours un peu des hasards comme ça, le hasard des découvertes. Puis c'est aussi parce que dans nos archives, même les archives institutionnelles qu'on a actuellement, il y a plein de documents qui n'ont pas encore été classés, qui n'ont pas encore été catégorisés. Donc parfois, on tombe sur un document. Et en fait, le document, il est là depuis très longtemps dans nos archives, mais ça fait 200 ans qu'on l'a pas vu, quoi, que personne ne l'a ouvert. Donc, on trouve aussi de nouvelles choses comme ça. Mais en histoire contemporaine et en histoire moderne, un petit peu aussi, même si c'est moins le cas, l'histoire moderne est toujours un petit peu entre les deux. C'est pas notre but premier de trouver sans cesse des sources. On passe plus de temps à trier dans ce qu'on a déjà qu'à chercher à trouver de nouvelles choses. La conclusion de notre rétrospective nous rappelle l'importance cruciale de la rigueur dans l'analyse historique. Quel que soit le degré de véracité des documents étudiés, aujourd'hui, en compagnie de Blandine, nous entrons dans la sphère de l'avenir des historiens, explorant les multiples répercussions des nouvelles technologies sur les archives et l'accès aux sources historiques. Les progrès technologiques continuent d'évoluer à un rythme effréné, remodelant ainsi notre société dans son ensemble. Ils transforment également de manière significative les méthodes de collecte, de conservation et d'analyse des données historiques. En effet, grâce aux outils numériques tels que l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle et même l'analyse des mégadonnées, les historiens sont désormais en mesure d'explorer des perspectives inédites et de manipuler les informations avec une précision et une efficacité accrues. Ces avancées technologiques offrent des opportunités extrêmement prometteuses pour repenser les approches traditionnelles de l'histoire et approfondir notre compréhension du passé. Néanmoins, il est essentiel de garder à l'esprit que ces nouvelles technologies ne doivent en aucun cas être perçues comme des solutions toutes faites. Malgré leurs avantages indéniables, elles soulèvent également un ensemble de défis complexes et posent des questions éthiques fondamentales.
Il est primordial que les historiens et les acteurs impliqués dans la préservation du patrimoine s'engagent dans une réflexion approfondie afin de trouver des solutions viables et pérennes. Parallèlement, Internet occupe une place centrale dans l'accès aux sources historiques. Les historiens de demain auront à leur disposition une quantité sans précédent de données en ligne, provenant de diverses sources. Cette profusion d'informations facilite l'accès aux sources, mais elle nécessite également une compétence accrue pour évaluer la crédibilité et la fiabilité des sources en ligne. Alors Internet peut-il vraiment être une source ? Nous allons voir ça avec Blandine. La seule manière où ça a changé pour le moment, c'est effectivement le fait que les archivistes numérisent énormément les sources qu'on a actuellement et donc les historiens qui utilisent de plus en plus les outils informatiques pour trier en fait parmi les sources, pour trouver ce qui nous intéresse parmi tout ce qu'on a et pour avoir plus facilement accès aux sources, mais aussi parfois pour leur travail personnel. Actuellement, à Paris 1, par exemple, les masterants en histoire ont une formation informatique qui est obligatoire. Parce qu'on nous apprend à faire du traitement de données, on nous apprend à faire des tableaux, etc. Mais pas le tableau Excel typique, hein. C'est vraiment des tableaux exprès pour les historiens. Je pense que ça va être extrêmement difficile parce que l'essence d'Internet, c'est que tout se passe extrêmement vite. Une information qui est publiée à un moment donné, 2 jours plus tard, elle est déjà obsolète. Donc ça veut dire qu'un post sur Internet, ça disparaît pas vraiment, mais en soi, il disparaît quand même, parce qu'on l'oublie très rapidement. Et puis les sites internet en eux-mêmes, ils ferment rapidement aussi finalement. Par exemple, récemment, j'ai appris que Skyblog avait fermé. Et donc ça, c'est une perte du point de vue historique, du point de vue archivistique. Par exemple aussi, les sites de streaming qui suppriment de plus en plus des séries qui n'ont pas eu beaucoup de succès, mais que les séries elles disparaissent complètement d'Internet du jour au lendemain. Voilà, donc la durabilité d'Internet est extrêmement fine en fait. Et en même temps, c'est énormément d'informations qu'on ne peut pas tout conserver. Les archivistes actuellement réfléchissent beaucoup justement à la conservation d'Internet. Qu'est-ce qu'on peut conserver ou pas et comment on le fait, parce que ça pose un énorme problème méthodologique finalement. Et il y a déjà des solutions qui ont été mises en place. Par exemple, le ministère des Affaires étrangères, qui possède son propre centre d'archives, c'est les archives diplomatiques qui se trouvent à la Courneuve, ont mis en place un logiciel qui a pour but d'enregistrer et d'archiver tous les échanges de mails du ministère. Parce que ces échanges de mails, en fait, il y a encore 50 ans, c'est des échanges au sein de l'administration qui se faisaient par papier, et c'est des papiers qui se trouvent actuellement dans les archives et qui sont une mine d'or pour les historiens. Et avec les mails, en fait, on risquait de perdre ces échanges. Donc, les archives diplomatiques ont développé leur propre logiciel de conservation des mails. Donc maintenant, tous les mails de l'administration au sein du ministère sont automatiquement enregistrés et archivés par les archives diplomatiques. Donc il y a des initiatives comme ça qui sont mises en place de plus en plus pour pouvoir conserver tout ce qui se passe sur Internet, mais c'est très difficile. Et on en est encore vraiment qu'au début. Donc pour les historiens du futur qui vont vouloir travailler sur Internet, tout va dépendre en fait de ce qu'on va avoir pu conserver ou pas. Et je pense que les méthodologies des historiens vont avoir énormément évolué. Déjà parce que de toute façon ça évolue toujours, c'est un peu le but d'une discipline scientifique. Mais aussi parce que voilà, il va falloir que les historiens s'adaptent à ça. Et à mon avis, ça va être très compliqué. Et je pense qu'ils ne pourront pas se passer de toute façon des archives tangibles, écrites, traditionnelles, en complément de ce qu'ils pourront trouver de numérique. Il y a déjà énormément de voix différentes qui s'expriment dans les archives qu'on a. Même si, effectivement, on parle des archives de l'administration avec un grand A, etc., c'est quand même plein de petites mains, l'administration, qui sont très différentes les unes des autres. Donc, la multiplicité des voix dans les archives qu'on a actuellement, elle existe déjà. Ensuite, effectivement, on va quand même avoir un plus grand nombre de voix grâce à Internet. Et je disais tout à l'heure que nos archives, elles ont été conçues par des hommes pour des hommes, avec des voix féminines, avec des voix racisées, etc., qui sont mises de côté.
En l'occurrence, avec Internet, c'est pas du tout le cas. Avec Internet, tout le monde peut produire son propre contenu. Et ça, c'est ce qui est assez génial. Et c'est ce qui, je pense, va favoriser les études des historiens du futur. C'est que finalement, tout le monde produit son propre contenu. Mais après, encore une fois, il va falloir pouvoir trier là-dedans et savoir ce qui va être intéressant pour nous ou pas. Mais d'une manière ou d'une autre, la multiplicité des voix va quand même effectivement être plus importante. Et je pense que ce sera très intéressant justement de voir l'évolution de la manière dont, par exemple, les communautés noires américaines parlent d'elles-mêmes. Vérifier l'origine d'une source, vérifier qui est l'auteur, vérifier d'où elle est issue, etc. Peu importe ce sur quoi on travaille, que ce soit une source internet, que ce soit un vieux document d'archives, que ce soit une épitaphe retrouvée au fin fond d'un sanctuaire, il faut toujours la vérifier. C'est la base de notre travail, vérifier d'où vient une source, qui l'a écrite, à quel moment, à quelle époque, etc. Pour quelles raisons, c'est la base des bases. Après, je pense qu'on ne pourra pas se passer des archives papier, des archives qu'on a déjà actuellement, d'une manière ou d'une autre. On va toujours devoir recouper. Parce que en plus, ce qui est dit sur Internet, c'est pas forcément ce que vont dire les archives vraiment papier. Je pense que si les historiens du futur ne se préoccupent que de ce qui se dit sur Internet, par exemple, imagine des historiens qui travaillent sur Instagram. On dit souvent que sur Instagram, les gens présentent une manière de se voir eux-mêmes sur les réseaux sociaux, qui est généralement plutôt valorisante et qui n'a pas forcément à voir avec la réalité de leur vie. Donc, on ne peut pas se baser uniquement sur ce qu'on va trouver sur Internet. Comme je le disais tout à l'heure, toute source est bonne à prendre. Donc, même si une source est une grosse fake news, ça reste intéressant de la voir et de la trouver. Après, c'est très difficile de donner un conseil aux futurs historiens parce que ceux qui travailleront sur Internet, c'est dans minimum 50 ans en fait. Et en 50 ans, la discipline historique aura largement eu le temps de se remettre énormément en question du point de vue méthodologique. Donc, les méthodologies et les schémas de pensée que moi j'applique actuellement, c'est pas forcément ceux que eux ils utiliseront. Donc c'est très difficile de leur donner un conseil, mais je pense que la base, ce sera tout simplement de continuer à remettre en question tout ce que peut bien dire un document et de toujours le recouper avec tout le reste qu'on a. Et pour Internet, notamment avec les archives qui ne seront pas numériques justement, même si notre époque en produit beaucoup moins. Les archives papier, les archives vidéo, les photos, éventuellement l'archéologie aussi, puisque je disais tout à l'heure que l'archéologie du contemporain se développe de plus en plus, même si c'est quelque chose de très récent. Ça va être très très important, je pense. Même en moins de 300 à Jésus-Christ, les fake news, elles existaient. C'est quelque chose qui existe de tout temps. Donc en fait, les historiens ont déjà l'habitude de remettre en question ce que dit une source, parce que même s'il s'agit d'une source officielle, issue d'un gouvernement, etc., peu importe, on la remet toujours en question. On interroge toujours vraiment le moindre mot, le moindre terme de vocabulaire que peut utiliser une source. Donc, le fait que les fake news prennent aujourd'hui une ampleur très importante, finalement, je dirais pas peu importe, mais en même temps peu importe quand même, parce que de toute façon, l'historien continuera à questionner tout ce que peut dire un document. En conclusion, notre exploration de la recherche historique et de l'évolution des sources écrites nous a permis de prendre conscience des défis auxquels sont confrontés les historiens dans leur quête de connaissances sur le passé. Les sources écrites historiques sont essentielles pour comprendre et reconstruire les événements passés, mais leur rareté et leur destruction au fil du temps ont un impact significatif sur notre compréhension de certaines parties de l'histoire. La perte de sources écrites historiques peut entraîner des lacunes dans nos connaissances et une vision incomplète de notre passé. Cependant, grâce aux efforts déployés pour préserver les sources existantes, ainsi que les nouvelles découvertes, nous pouvons remettre en question et modifier notre compréhension établie. L'avènement d'Internet a considérablement modifié la recherche historique, offrant à la fois de nouvelles opportunités, mais aussi de nouveaux défis. L'abondance d'informations en ligne peut rendre plus difficile la distinction entre de réels faits historiques et les fausses informations, nécessitant ainsi une vigilance accrue de la part des historiens. Il est essentiel pour les historiens de trouver un équilibre entre l'utilisation d'Internet comme outil de recherche et la nécessité de vérifier l'authenticité et la fiabilité des sources. La capacité de croiser les informations provenant de différentes sources et d'évaluer leur crédibilité reste un aspect crucial du travail des historiens. La numérisation des archives historiques a contribué à préserver notre patrimoine et à faciliter l'accès aux sources historiques, mais elle a également complexifié la recherche des sources primaires. De plus, l'émergence des médias sociaux a modifié la manière dont les historiens interagissent avec le public et partagent des informations historiques.
introduisant de nouvelles perspectives telles que la vulgarisation scientifique, mais aussi des voix multiples qui peuvent émerger de la masse. C'est tout un tas de défis pour aussi reconstituer une narration cohérente de l'histoire. Pour les futurs historiens, il est ainsi conseillé de développer des compétences de discernement critique, de s'appuyer sur des sources diversifiées et de vérifier soigneusement l'authenticité des informations en ligne. Malgré les défis rencontrés, l'évolution des sources historiques offre également de nouvelles opportunités passionnantes pour les générations futures d'historiens, leur permettant de mieux comprendre l'histoire et la société dans laquelle nous vivons actuellement. En conclusion, l'étude des sources écrites, historiques et leur évolution avec l'avènement d'Internet nous rappelle l'importance de préserver notre patrimoine et de rester vigilant face à la prolifération d'informations en ligne. La recherche historique reste un domaine dynamique qui continue d'évoluer et il incombe aux historiens de s'adapter aux nouvelles méthodes de recherche tout en maintenant l'intégrité et la rigueur de leur travail, qui est absolument passionnant. Je vous remercie de nous avoir rejoints pour cette émission Futur Antérieur. Je remercie toute l'équipe de Chinoprod ainsi que Blandine pour le temps qu'elle nous a accordé. En vous souhaitant une bonne continuation. Au revoir.